Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Bah. Il est difficile de faire un récit vraiment captivant en racontant la manière dont j'ai arraché une graine d'avoine sauvage de son enveloppe, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et comment j'ai ensuite gratté mes piqûres d'insectes. Et Houle a dit quelque chose de drôle. Et nous sommes allés jusqu'au ruisseau pour boire. Nous avons regardé les tritons pendant un moment. Et puis, j'ai trouvé un autre coin d'Havane. Non, vraiment, ça ne tient pas la comparaison avec la manière dont j'ai plongé ma lance au plus profond du flanc titanesque et poilu du mammouth, tandis que Oob, empalé sur l'une des gigantesques défenses, tordait en hurlant, et le sang jaillissait partout en de pourpres torrents, et Boob a été transformé en gelée. Lorsque le mammouth lui est tombé dessus, alors que je tirais ma flèche infaillible à travers son œil pour pénétrer son cerveau. Cette histoire-là ne contient pas seulement de l'action, elle possède un héros. Et les héros sont puissants. Avant que vous nous en soyez rendu compte, les hommes et les femmes dans le coin d'Avoine Sauvage, leurs enfants, l'habileté des faiseurs, les pensées des pensifs et les chants des chanteurs ne sont plus que des éléments de la nouvelle histoire, appelés au service de la saga du héros. Mais cette histoire n'est pas leur histoire, c'est la sienne. Donc voilà, Boilion vient de te lire un extrait de la théorie de la fiction panier par Ursula Le Guin. Donc voilà, un essai qui va un peu motiver cette vidéo. Je te parle de temps en temps en fait de formes de narration alternatives et parmi elles, je t'ai déjà parlé de la fiction panier et de l'histoire du sac. Deux concepts en fait dont la paternité est attribuée à Ursula Le Guin. Alors, en fait, ces deux concepts, je vais d'abord, en fait, les définir en creux par ce à quoi ils s'opposent. Ces deux concepts, ils s'opposent de façon complémentaire et différente au voyage du héros. Le voyage du héros, en fait, c'est un concept narratologique qui vient d'un livre d'anthropologie qui s'appelle Le héros mille et un visages de Joseph Campbell, qui va être ensuite transposé au cinéma par un scénariste, Christopher Vogel. Je ne sais plus comment s'appelle sa transposition, si c'est le guide du scénariste ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est cette transposition qui va rendre vraiment très très populaire le monomythe et qui va qui va voir cette recette en fait appliquée à beaucoup de films célèbres, hein, tout simplement. Et donc, de ce qu'on comprend, tu vois, je vais nuancer rapidement. Pareil, je vais revenir sur le fait qu'il y aurait deux termes fiction panier et histoire du sac. Je vais y revenir, hein, t'inquiète pas. Mais en fait, cette idée que dans le voyage du héros, on aurait un héros solitaire qui voyage et il va accomplir à la pointe de l'épée une quête qui change le monde. Donc, Ursula Le Guin, dans son essai, elle parle pas du voyage du héros du tout. Elle parle, en fait, elle s'oppose à l'histoire de la lance. Donc, l'histoire de la lance, c'est l'histoire du chasseur, du soldat, du combattant, du tueur. Un personnage, un protagoniste central, unique, qui a une quête plutôt violente, en fait. Et si on veut, l'histoire des autres personnages ne sont que des ornements à sa quête épique. Alors, je dois à nouveau remercier Guillaume Rioux qui m'a fait, qui j'ai pas mal échangé pour produire ce contenu. Donc Guillaume Rioux a un petit commentaire. Je pense que le héros aux mille visages de Campbell a été très fantasmé. Il y a une forte dimension collective en fait déjà dans le héros aux mille et un visages. Par exemple, on peut lire page 515, édition Oxus de 2010. Dans ces temps-là, les temps mythologiques, toute signification résidait dans le groupe, dans les vastes formes anonymes, et non dans l'individu n'exprimant que lui-même. Au-delà, en développant un peu, on pourrait même supposer que tous les héros et les héroïnes qui ne sont pas nommés participent d'ailleurs à une forme collective, leur anonymat étant un support d'identification. On trouve encore, page 510,
Le rôle des rites d'initiation et d'établissement est donc d'enseigner l'unité essentielle de l'individu et du groupe. Et donc, moi, je pense que l'adaptation moderne, c'est l'adaptation moderne du voyage du héros, en particulier par l'industrie américaine d'Hollywood, qui a promu un individualisme exacerbé. Donc, l'approche d'Ursula Le Guin serait donc plutôt un retour aux sources. Donc, moi, j'ai un commentaire là-dessus, en fait. Du coup, je suis retour. Alors, des fois, il faut être honnête hein, sur son inculture. Ah bah, à propos d'inculture et de galvaudage, il faut déjà que je te dise. Normalement, il va y avoir un démenti sur le jeu de rôle Voidpunk, hein, donc l'avant-dernier contenu, parce que bon, j'ai dit des choses qui n'étaient pas correctes sur le Voidpunk, donc on va essayer de produire un démenti, un rectificatif rapidement. Voilà, c'est ça pour dire que bon, on tâtonne, j'ai pas la science infuse, et des fois je dis des choses un peu imprécises, des fois je vais galvauder à partir de livres que j'ai moi-même pas lus et tout. Donc voilà, je dois faire mon mea culpa sur le fait que je suis pas toujours d'une très grande rigueur. Voilà, bon, donc faites vos propres recherches. Bon, grosso modo, sur les héros des mille et un visages, je me suis quand même un petit peu renseigné du coup, sans pour autant lire le bouquin, j'avoue. Mais il y a aussi en fait dans le corpus, donc Campbell en fait, quand il écrit ce bout, il va s'appuyer sur tout un tas de contes des temps anciens, quoi, des contes mythologiques. Et en fait, il ne s'appuie pas uniquement sur des contes avec des héros masculins, puisque il y a aussi des figures féminines, par exemple Inanna ou encore Psyché, donc qui sont utilisées dans le corpus. Et on va aussi trouver des groupes de héros, des couples, des fratries, des choses comme ça. Par ailleurs également, autre chose pour dire que le monomythe de Campbell n'est pas vraiment l'histoire de la lance, c'est pas exactement la même chose. Et ben en fait, dans le monomythe de Campbell, dans son corpus en tout cas, le combat n'est pas non plus omniprésent en fait. C'est plutôt la dimension d'initiation, voire de voyage qui est omniprésente, mais pas la notion de combat en fait. On va trouver des textes du corpus où il n'y a pas du tout de combat. Bon, je reviens sur Fiction Panier et l'histoire du sac. En fait, moi, ce que j'ai tendance à appeler la fiction panier, c'est une aventure collective qui est ancrée dans un territoire. Et l'histoire du sac, donc avec en fait, du coup, le panier en lui-même désigne le territoire. Tu vois, c'est une espèce de vallée, de corbeille où les gens habitent. Et l'histoire du sac, c'est une histoire qui est centrée sur la cueillette, l'activité féminine, domestique, artisanale et le rapport équilibré à la nature, quoi. Donc là, je dois tout de suite préciser que en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je parle à la fois de fiction panier et d'histoire du sac comme étant deux modèles différents. Et en fait, je dois avouer que j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que dans le texte source, là, en anglais, A Career Back Theory of Fiction, et en français, donc, la théorie de la fiction panier. En fait, fiction panier et histoire du sac, c'est juste deux traductions possibles pour un même terme. Donc il n'y a pas deux enfin il y a pas deux concepts, il n'y en a qu'un. Qui, en grosso modo, le concept c'est l'histoire du sac. Hein. C'est ce que j'appelle l'histoire du sac. C'est vraiment sac est défini par Ursula Le Guin, donc entre guillemets une saga collective axée sur le nomadisme et sur la cueillette. Donc voilà, j'ai fait une erreur sémantique en fait en différenciant les deux, et je suis désolé parce que je le fais depuis un moment. Cependant, j'aimerais maintenir cette distinction, même si elle provient d'une erreur hein, de ma part, parce que ça m'intéresse de distinguer des récits de collectifs qui sont des récits sédentaires, donc la fiction, ce que j'appelle la fiction panier à tort, et des récits de collectifs qui soient plutôt nomades. Attention, alors, tu le vois pas, mais en fait, mon chat est en train de se frotter contre le support de l'écran, donc il fait tomber. Voilà, il fait tout tomber. Oh, c'est pas vrai. Allez, on va essayer de trouver une solution. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Donc je vais maintenir cette distinction parce que j'aime bien qu'on parle, j'aimerais que dans ce contenu, on parle à la fois effectivement de récits collectifs domestiques et de récits sédentaires et de récits collectifs nomades.
Alors, à ce propos, qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Sur les récits collectifs nomades, là, j'ai un roman aux éditions La Volte qui s'appelle La Trame. C'est du bon Bix Mori collectif, donc bon, un collectif un peu anonyme, quoi. Je sais pas qui se cache pas. Après, je ne serais pas étonné que ce soit Alain Damasio dans un impair, hein, clairement. Euh, la trame, alors, le récit, il est grandement milieu compatible puisqu'on est dans un futur post-apocalyptique où en fait, il y a une marée verte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une marée végétale, mutagène, tout ça qui envahit le monde et qui ravage un peu le monde et tout. Et on va suivre en fait un collectif qui s'appelle La Trame. Donc ce sont des nomades en fait qui affrontent ces marées vertes pour y cueillir des richesses parce qu'en fait il y a plein de produits végétaux qui sont précieux et qu'on peut récupérer à ses risques et périls dans la marée verte et qu'on peut ensuite revendre aux sédentaires. J'avoue, le jeu de mots me termine. Les sédentaires, parce qu'ils vivent dans la peur, tu vois, ils sont ternes et tout, tandis que, voilà, bon, c'est hyper damasien, hein, clairement. Ce truc-là de vivre dans le danger, c'est vivre véritablement, tout ça, c'est être libre. Euh, Bref, mais ce qui est intéressant, alors après j'ai pas fini de lire le bouquin, donc ça se trouve je me trompe, mais en tout cas ça s'annonce comme le récit d'un collectif, en fait, un collectif de nomades et tout, sans personnage central, avec plein de petits personnages et tout, donc euh, je pense que c'est assez fiction panier, enfin histoire du sac compatible, hein. Alors, il y a plein de... Enfin, je suis pas le seul à dire, à confondre fiction panier et histoire du sac. Enfin, à nouveau, c'est juste deux traductions du même terme. Mais je sais que Damasio, j'ai déjà vu dans des contenus employer le terme de fiction panier. Donc, bon, je sais que à la Volte, ils sont au courant que ça existe et tout. Et donc, il y a forcément une influence. Bref, j'ai sorti un autre bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Slogan de Maria Soudaïeva. Bon, c'est Antoine Volodine dans un impair, hein, clairement, ce nom de Maria Soudaïeva. Et en fait, c'est tout un tas de slogans, quoi. Donc on peut ranger ça dans la poésie. Mais cette idée qu'il y ait des slogans qui s'adressent à un collectif, en fait, bah voilà, à nouveau, on a cette idée de collectif, quoi. De même, leur succession laisse à penser que ces slogans ont des auteurs multiples et tout. Donc il y a une notion de dissolution de l'individu qui est intéressante dans le slogan de Maria Soudaïeva. Et pour un jeu de rôle, c'est vraiment une idée de jeu très très bien, hein, les slogans, pour voir passer une idéologie comme ça, centrée sur un collectif. Une idéologie un peu acéphale, c'est-à-dire on ne sait pas qui a écrit ces textes et tout. Donc ça, c'est très bien. Je t'avais déjà parlé aussi de Koiné, de Mélanie Fivet, je crois. Toujours aux éditions La Volte. Et il y a cette notion, notamment dans Koiné, de roman interactif auquel tout le monde participe, une espèce de roman arborescent, parce on peut lui inventer des fins, des histoires différentes, donc ça part dans tous les sens, la fiction part dans tous les sens, fiction collaborative, acéphale. Donc voilà, ça évidemment, c'est aussi du grain à moudre pour notre sujet. Voilà. Alors, aussi une réaction de Guillaume Rioux. Un exemple radical d'histoire du sac qu'on peut trouver dans le monomythe de Campbell, c'est Gilgamesh qui va cueillir la plante d'immortalité au fond de la mer. Donc ça, c'est dans Campbell, page 256-257. Mais on pourrait aussi évoquer l'initiation de Batman dans le Dark Knight, qui va cueillir un pavot bleu d'Himalaya. Alors à ça, Guillaume, moi j'ai une petite réaction. En fait, oui, c'est vrai, on a de la cueillette. Je suis pas certain pour autant que c'est suffisant pour être de l'histoire du sac, parce que là, ici, cette cueillette, c'est un héros qui va cueillir. La cueillette est chargée de puissance symbolique, et c'est transformé en parcours héroïque. Ursula Le Guin, elle parle plutôt de répétition et de banalité. Là, dans le texte qu'on a lu, là, c'était arracher un grain d'avoine, et encore un autre, et tout.
Et je pense que c'est différent d'aller cueillir la plante magique qui va accorder l'humanité ou sauver le monde et tout, qui devient une sorte de MacGuffin héroïque, quoi. Et donc, c'est-à-dire que pour le coup, aller cueillir la plante magique, c'est quasiment autant histoire de la lance que d'aller tuer le mammouth, quoi. Notons que Ursula Le Guin aussi dans une petite réflexion sur en s'appuyant sur une anthropologue je crois, mais bon il faut savoir que l'essai de Ursula Le Guin il date de 1985 donc c'est un peu daté, hein. C'est important de le préciser. Et notamment Ursula Le Guin elle émet un postulat en fait en s'appuyant sur une anthropologue, mais du coup la référence est encore plus datée que 1985, que le sac de cueillette serait apparu avant la lance de chasse, que grosso modo, ce serait premier dans l'histoire de l'humanité, le fait que, elle explique dans l'essai, plutôt que de juste transporter l'avoine dans mon ventre ou dans mes mains et tout, il y a un moment, elle postule que rapidement l'humanité s'est dit, en fait, faut que j'augmente ma capacité de portage, et donc je vais créer des sacs, je vais créer des paniers. Il y a aussi l'idée de porter le bébé et tout. Bon du coup on va créer l'écharpe de portage, voilà comme ça. Bibou à papa. Non, je suis pas ton papa. Alors c'est une idée qui paraît séduisante. Je me suis quand même posé des questions sur entre guillemets sur ses fondements. Donc sur cet aspect, j'ai consulté Sparfel, voilà, qui est biclassé rôliste archéologue, et voici ce qu'il m'a répondu. Prétendre que le sac est apparu avant la lance me paraît être une posture idéologique difficile à tenir. Les plus vieux outils en bois datent dans les 200 000 ans. Retrouvez un site de Schöningen. Il y a peut-être un autre site à 400 000. Je sais pas le lieu ni la date exacte en tête. Et aucun panier en vue. Par contre, les premiers outils tranchants de moins 3,3 millions d'années à moins 1,6 en gros ne sont probablement pas des armes, mais des outils de boucherie. La lignée humaine est charognarde avant d'être chasseuse. Vers moins 1,6, les bifaces sont une possibilité sérieuse pour travailler le bois et donc faire des saguets, bâtons de lancer, etc. Évidemment, dans les outils de cueillette, il y a le bâton à fuir. Un morceau d'os est envisagé d'avoir été utilisé comme ça par des australopithèques, si je me souviens bien. Oh. Oui, le sac pourrait être en cuir ou en vannerie, c'est pas compliqué à faire, mais on n'en retrouve pas de traces anciennes. Je dirais que les traces les plus récentes de sacs datent probablement du Mésolithique, ce qui peut tout à fait être dû à la nature des matières organiques qui se conservent mal. En entendant le concept de moyen de transport porté par l'humain, des traces au sol de travois ont été trouvées il y a 20 000 ans en Amérique. Donc moi je lui ai demandé, donc en fait, si j'ai bien compris, les traces archéologiques d'outils tranchants sont pas mal antérieures à celles de récipients. Et voici ce que Sparfel m'a répondu. Et très nettement. Les outils de chasse aussi dans l'absolu. Mais c'est plus difficile de s'avancer quand t'as moins de 5 sites pour des centaines de millions d'années, voire des millions d'années. Des centaines de milliers d'années, voire des millions. Mais vous savez combien ça fait, Armina? 1 million. Donc, si la tech de Le Guin est d'insister sur l'ancienneté de la collecte par rapport à la chasse, de fait, le charognage est une forme de récolte, hein. Bon, alors, ça, j'insiste sur le fait que c'est du pur pinaillage, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il est possible que l'hypothèse archéologique du sac précédant la lance, elle est peut-être infondée, ou en tout cas, peut-être pas débattre en d'autres termes, quoi. Bon, de toute façon, il y a une chose qui est vraie, c'est-à-dire que, grosso modo, la lignée hominide, elle va être d'abord frugivore, ensuite on va aller vers le charognage ou la petite prédation, quoi. Et effectivement, s'attaquer à la mégafaune, ça n'arrivera qu'après. Et ça, par contre, je pense que c'est à peu près consensuel. Mais en fait, le... on peut discuter du fondement archéologique. Voilà, est-ce que l'hypothèse de Le Guin est confirmée par des preuves? Actuellement? Non. Euh, mais en fait, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est intéressant, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire du sac qui est hégémonique? Et j'ai l'impression que oui. Et est-ce que c'est intéressant d'aller plus vers les fictions paniers, d'en développer davantage?
J'ai l'impression que oui également, enfin donc, en fait, son modèle, même si les fondements paléontologiques, archéologiques sont peut-être discutables, c'est pas grave. Son modèle de la fiction panier, moi je le trouve séduisant, et donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant, quoi. Donc maintenant, oui, alors ça fait 20 minutes, hein, toujours pas fait de jeu de rôle, donc ça y est, on y va. La question, c'est est-ce que c'est vraiment accessible en jeu de rôle? Est-ce qu'on peut faire de la fiction panier ou de l'histoire du sac en jeu de rôle? Alors, a priori déjà, sur le héros unique, bah en fait, à part les jeux de rôle solo ou un MJ et un PJ, en fait, en général, on a un groupe de personnages et pas un seul personnage. Mais à nouveau, bah ça c'est juste une version enfin, on peut dire oui, mais ça reste quand même une version chorale du voyage du héros ou de l'histoire de la lance, quoi. C'est-à-dire que les autres tropes tels que le voyage initiatique, la baston, le changement du monde, le sauvetage du monde, bah, restent plutôt respectés en JDR, quoi. Donc on est quand même plutôt sur une structure, on va dire quand même plus campbellienne que le guignien, quoi. Bon, désolé pour les noms de famille et les adjectifs improvisés. Petite remarque de Guillaume Rio. Bah, je pense qu'il faut quand même nuancer pour le voyage du héros. Vogler, qui a popularisé le voyage du héros dans son guide du scénariste, choisit comme archétype directeur le magicien d'Oz, qui est une aventure de groupe, bien que centrée sur Dorothy, qui est un personnage féminin. Bon, en plus, je crois qu'il n'y a pas trop de combats dans le magicien d'Oz, donc à nouveau, bon, c'est vrai que je sentais que c'était important de parler du voyage du héros et de Vogler. À nouveau, ce qu'on devrait plutôt critiquer, c'est la caricature qu'on a faite de ces modèles, qui ont été repris de façon caricaturale. Et puis, voilà, ce qu'on veut vraiment critiquer, c'est l'histoire de la lance en tant que modèle hégémonique, quoi. Donc après, il y a cette notion, voilà. C'est-à-dire que s'il y a un voyage initiatique, mais que c'est d'un groupe et pas d'un collectif, voilà, pour moi, on n'est pas dans l'histoire du sac. Si on se concentre, voilà, sur la quête d'un groupe de juste trois quatre personnes, finalement, il n'y a pas cette dimension collective qui me semble importante chez le gars. Il y a une autre nuance qu'apporte Guillaume, c'est que en jeu de rôle, il n'y a pas que le voyage, le combat, l'enquête est très représentée, quoi. Bon, en fiction aussi, hein, d'ailleurs. Et est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une fiction épée est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une histoire de la lance comme dans le cas d'une enquête? Parce que la violence n'est pas du tout le mode de résolution privilégié. Alors, la réponse courte, c'est oui, en effet, ça semble être un contre-modèle, l'enquête. Après, pour moi, c'est toujours pas de l'histoire du sac, l'enquête. Notamment parce que bah, il y a toujours cette idée qu'on a un groupe réduit qui est le groupe providentiel qui va sauver la situation, qui va sauver le collectif. C'est pas l'histoire d'un collectif, c'est l'histoire d'un groupe restreint qui va sauver un collectif, quoi, en menant l'enquête notamment. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire une fiction panier en jeu de rôle? Moi, je pense qu'il faudrait plusieurs personnages par joueur pour rendre l'aspect collectif et également ancré dans un territoire. Dans le cadre de fiction panier, donc dans la version sédentaire quoi de Ursula Le Guin. Donc à ceci, je te renvoie à des contenus tels que on joue des tas de personnages, voilà, sur cette idée de jouer plusieurs personnages par joueur. Il y a un jeu qui me semble extrêmement adapté pour ce dont on est en train de parler, c'est le jeu The Quiet Year, une année de répit en français, où bah, là on va jouer le développement voilà, d'une communauté qui est au départ inscrite dans un territoire, mais quelque part on sait qu'à la fin il va y avoir une catastrophe, donc très probablement que la communauté va redevenir nomade, hein. Ars Magica, donc c'est un vieux jeu, 1987, encourage déjà à jouer plusieurs PJ par joueur. Donc ça c'est Guillaume qui me fait remarquer ça. Donc en effet. Euh, à nouveau, c'est toujours pareil.
c'est une des conditions nécessaires et c'est pas suffisant. Jouer plusieurs personnages par joueur, parce que est-ce que ça nous fait ressentir un collectif large? C'est pas sûr, quoi. Parce qu'en fait, grosso modo, dans Ars Magica, on va jouer plusieurs convents de mages qui ont un peu leur quête. Je sais pas s'ils se sentent au service d'un collectif ou s'ils l'incarnent pleinement, je crois pas. Après, je dis pas qu'il faut pas un certain aspect aventureux dans une histoire du sac, telle que je la vois, hein. À nouveau, il est probable que je galvaude. J'ai quand même lu l'essai entier d'Ursula Le Guin, c'est facile puisqu'il fait que 7 pages, hein. Mais du coup, ça laisse, en même temps, comme il est court, bah, il laisse quand même une certaine marge d'interprétation dans laquelle je peux m'engouffrer pour peut-être dire des bêtises. Euh, mais moi, j'ai l'impression que si tu veux, il peut y avoir des dangers dans une histoire du sac, mais ces dangers ils vont devoir menacer le collectif, soit de l'intérieur, ou soit depuis l'extérieur, quoi. Euh, dans l'idée de garder une certaine domesticité. Donc là, je pense par exemple à, à Dream Askew qui a bien tout cet aspect-là dans Dream Askew. Il y a en fait, tout l'aspect MJ, décor et figurant est quand même centré sur le collectif. Donc on a un petit peu de menace intérieure, c'est juste un livret, je crois, hein, ce qui est que voilà les problèmes le livret s'appelle l'enclave, donc c'est les problèmes au sein de l'enclave. Et sinon, les quatre autres livrets sont des menaces, on va dire plutôt extérieures, quoi. Bon, bah, ces aspects-là sont très présents aussi dans The Coyetir, même autrice, hein, hasard ou coïncidence, je ne sais pas. J'ai aussi bien aimé, et je pense que ça peut vraiment servir d'aide pour le cas de la fiction panier domestique, hein, pas la fiction panier nomade, mais dans la fiction panier domestique, on va avoir un modèle narratif qui se veut être un contre-modèle d'ailleurs pour Campbell, qui s'appelle le labyrinthe de l'héroïne. Donc on n'a pas un voyage initiatique, on a un labyrinthe domestique, on est plutôt sur des figures féminines. Après, bon, je pense que tu peux faire jouer un personnage masculin dans le labyrinthe de l'héroïne, mais on est quand même sur des thématiques quand même très féminines. Alors, pour info, j'ai adapté le labyrinthe de l'héroïne, j'ai adapté sous forme de fiche de destin dans les centres. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes dans le labyrinthe de l'héroïne. Moi j'ai un peu triché quoi. C'est chaque étape, je l'ai transformé en un destin quoi. Donc tu peux avoir plusieurs personnages dans le collectif qui vont avoir chacun un petit bout du labyrinthe, un petit bout de ce fameux parcours qu'est le labyrinthe de l'héroïne à faire quoi. J'ai aussi fait un contenu, enfin je vais faire un contenu parce que là j'ai juste fait le script, je l'ai encore pas diffusé, qui s'appelle le défi domestique. Donc ça parle beaucoup parler de domesticité. J'ai un autre contenu qui s'appelle Jouer dans un terroir, donc là on est toujours sur la domesticité, donc je te renvoie à ce contenu-là. Euh, alors éventuellement on peut aussi jouer sur un pas de temps. Ah oui, si, alors j'aimerais proposer un contre-exemple justement de jeu de rôle où la dimension collective a l'air importante et pas tant que ça en fait. Il s'agit des légendes de la garde, je t'en parle souvent, c'est un jeu de rôle que j'aime bien, mais j'ai un rapport un peu contraire avec les légendes de la garde parce qu'il a presque autant de défauts que de qualités. Et dans les légendes de la garde, eh bien, il y a vraiment cette idée de domesticité, c'est-à-dire qu'on a des communautés souris qui sont en proie à certains tas de menaces, et notamment les autres animaux sauvages, parce que tu vois, un renard, par exemple, s'il tombe sur une ville souris, il peut faire un carnage, quoi, hein. Et sauf que, effectivement, les communautés souris, ça a beaucoup d'importance dans les légendes de la garde, mais ce qu'on joue, on joue pas en fait les habitantes des villes. On joue des membres de la garde, qui sont en fait un peu le FBI des souris, c'est-à-dire que c'est ou les marshals, tu vois, c'est-à-dire que les gens de la garde peuvent se déployer sur tout le territoire, aller de ville en ville, et notamment un de leurs rôles, c'est d'entretenir les sentiers entre villes, les garder franchissables et sécurisés. Et en fait,
Donc les personnages qu'on va jouer, nous on va jouer que des membres de la garde, sont vraiment finalement totalement démarqués du collectif. Ils sont au service du collectif, mais en même temps, ils s'en démarquent totalement. Ce sont des individus d'exception. Déjà en fait, si tu veux, dans l'iconographie, grosso modo, il y a quasiment que les membres de la garde qui portent des armes. Les habitants souris, bah, c'est juste des, entre guillemets, des pécores, quoi. Ils n'ont pas d'armes et tout. Et bah tu vois là en fait ces souris font preuve de pugnacité alors que le commun des mortels c'est pas du tout le cas quoi. Les souris normales elles voient un danger, elles se planquent, c'est fight, enfin c'est se cacher ou fuir quoi, c'est ça leur réflexe. Elles peuvent même faire preuve de lâcheté, voire d'une lâcheté coupable hein, entre guillemets, par exemple en abandonnant les plus faibles d'entre eux quoi. Et c'est pas du tout le cas des membres de la garde qui, eux, en fait, elles voient un danger et bah elles foncent quoi. Elles vont au devant du danger, elles hésitent pas, tu vois, à aller au corps à corps face à un renard, face à des créatures particulièrement balèzes. Bon, attention, hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a deux trois scénarios. Je me rappelle d'un scénario, par exemple, il y a vraiment une grosse bestiole. Je sais plus si c'est un loup ou un cerf qui s'en prend à une ville. Et en fait, là, la seule façon de gérer le problème, c'est vraiment de fédérer en fait les habitants de la ville pour que la ville en fait constitue une armée qui pourra repousser le loup, quoi. Donc mais quand même, il y a vraiment cette idée que les PJ qu'on incarne eh bien, ils step apart, quoi, entre guillemets, quoi. Ce sont les héros et le reste des habitants, c'est juste des arrière-plans dans leur vie, des prétextes à les magnifier. Et en plus de ça, il y a vraiment, c'est un peu dans les règles, parce que notamment, tu as en fait, t'as une caractéristique, c'est nature. En fait, à quel point t'as une nature de souris, c'est-à-dire les souris sont lâches, elles ont peur, elles fuient, elles se cachent, elles se planquent. Et en fait, tu peux jouer contre ta nature pour notamment avoir des bonus en combat, tu vois. Et donc il y a vraiment cette idée que quelque part, ben les souris de la garde, elles sont contre nature, quoi, parce qu'elles sont pugnaces, héroïques, braves, combattantes et tout, et donc à l'opposé en fait de la plèbe, entre guillemets, quoi. Donc bah en fait, les gens de la garde, verdict, bah c'est histoire de la lance, quoi. Voilà. Alors sur tout ce qui est fiction, donc tout ce qui est fiction un peu le gain compatible, que ce soit dans sa version domestique ou sa version nomade, je pense qu'on a intérêt aussi à jouer sur un pas de temps long. Alors il y a eu un contenu sur le temps long, je te renvoie vers lui, euh, et qu'également on pourrait plus que d'avoir plusieurs personnages, parce que je t'ai expliqué qu'en fait jouer 4-5 personnages au lieu d'un seul, eh ben, on peut quand même passer à côté de la dimension collective. Parce qu'en fait, un collectif, c'est pas 20 personnes, tu vois, c'est plus, quoi. Et donc, on pourrait aussi tenter de jouer des collectifs comme des personnages. Donc, par exemple, des livrets de cadres dans les jeux Belonging ou Some Belonging pourraient être intéressants, quoi. Et on pourrait se dire, bon, voilà, on va jouer des bouts du collectif plutôt que de jouer une petite mini-cohorte de personnages, quoi. Quitte à ce que justement tout le monde ne soit pas nommé et tout, que c'est un peu des masses quoi, entre guillemets. Bon, même si le gain, tu l'as noté, le gain quand même nomme les personnages en fait. Hein, c'est pas forcément des masses aveugles et anonymes hein, dans une histoire du sac. On peut avoir comme des individualités qui sont nommées quoi. Alors, bon, j'ai dit beaucoup de mal du fait de jouer un seul personnage, mais en fait, on peut quand même le faire parce que j'ai trouvé quelques fictions qui me semblent très histoire du sac compatibles et qui pour autant ont des personnages, des protagonistes centraux, quoi. C'est le cas justement un roman d'Ursula Le Guin qui s'appelle Les Dépossédés. On va quand même suivre à l'échelle d'une planète une communauté anarchiste, donc le collectif est très 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 présent. Pour autant, ce récit a un personnage principal. Même si, en fait, tous ces états d'âme sont là, en fait, pour prendre le pouls de son collectif, quoi. De même, autre roman bah, très histoire du sac,
C'est l'organe et la sonde, donc c'est de la SF hein, par Pauline Pucciano. Et là, je dirais qu'il y a au moins deux personnages principaux, quoi. Il y a une nana, en fait, qui est dans cette planète où l'humanité a décidé de revenir à un état sauvage, en tout cas non technologique. Bon, spoiler, ils ont des pouvoirs psychiques pour compenser, hein. Donc voilà, mais bon. Et on a un autre personnage qui, lui, fait partie de la diaspora humaine qui est dans les vaisseaux, tout ça, et qui pourrait envisager de coloniser en fait cette planète, enfin de la recoloniser entre guillemets quoi. Euh, et donc on a un personnage qui est censé être un peu le compas moral, enfin qui est la personne la plus raisonnable à bord, quoi. Alors que tous les autres sont un peu contaminés quand même par des velléités. La plupart des autres sont contaminés par des velléités coloniales. On a ce personnage-là qui a de l'empathie en fait pour les habitants et habitantes de la planète de l'organe et qui voudrait éviter qu'on colonise. Et bon, c'est quand même des personnages principaux qui vont avoir énormément de spotlight dans le roman. Pour autant, on sent quand même qu'ils sont instrumentalisés par la narration pour mettre en valeur le collectif, pour illustrer ce qui se passe dans le collectif. Et d'ailleurs, ce sont pas eux, ces deux personnages ne sont pas tout à fait eux qui prennent les décisions majeures, quoi. Les décisions majeures leur échappent ou sont prises par un collectif, quoi. Donc voilà, on n'est pas obligé d'abandonner le principe de jouer un personnage unique. Si par ailleurs on a quand même cette attention-là portée vers le collectif et vers le côté cueillette, vie communautaire, euh, et équilibre avec la nature et compagnie, quoi. Je te donne quelques ressources justement de comment jouer un personnage unique mais bien intégré dans un collectif. Alors je vais faire de l'autoprono. Il y a l'Essente qui est à la base un GN mais qui est tout à fait jouable en jeu de rôle. Et tu peux même du coup y jouer à beaucoup, hein. Moi j'ai déjà joué au Cent à 15 en jeu de rôle. Et on pourrait jouer à 100 en fait, en vrai c'est... Et dans l'Essente, il n'y a pas de MJ, il y a que des PJ. Et c'est que des personnages ancrés dans le communautaire, quoi. C'est-à-dire que ton personnage, il est en priorité défini par son rôle dans la communauté, par son ancrage dans la communauté, quoi. Et donc, les interactions entre communautés, entre collectifs, sont aussi quelque chose d'assez central dans les centres. J'avais fait aussi, je t'y renvoie, j'avais fait aussi un atelier de création de communauté solarpunk. Donc ça a essayé justement d'aller dans ces directions-là, quoi, un peu histoire du sac. Et tu vas voir dans l'atelier, on a carrément créé un jeu de rôle du coup solarpunk, donc que tu peux utiliser et jouer aussi si tu veux, quoi. Également, il y a un module pour biomasse qui s'appelle Enclave, qui est basé un peu sur la construction comme ça d'une communauté. Donc ça peut donner des billes, et notamment il y a quand même, j'ai essayé d'insister pas mal sur des choses comme l'artisanat et tout, sur justement l'équilibre plus ou moins précaire, hein, parce que des fois c'est déséquilibré dans l'enclave, mais la relation avec la nature et avec les ressources naturelles et compagnie, quoi. Donc je pense que dans Enclave, il y a quand même pas mal de billes pour faire de la fiction panier, utopique ou dystopique, ça va dépendre comment tu vas le prendre. Quand t'es MJ, si tu veux mettre en place une fiction panier, qu'est-ce qui est important? Je dirais que l'idéal c'est d'avoir un scénario bac à sable. Ou une improvisation bac à sable, hein, mais bon, voilà, cette idée de bac à sable, quoi. S'il y a une quête unique, on évite dans l'histoire de la lance, quoi, hein, ou dans le voyage du héros. Du coup, quel bac à sable choisir? L'idéal, ce serait, je pense, le bac à sable du quotidien, qui est vraiment une forme raffinée il n'y a pas de grande quête et tout, et on est là pour explorer le quotidien des gens, quoi, hein, pour le coup, quoi. Et en plus, il y a cette idée que, en tant que PJ, en tant que protagoniste, on est plutôt des témoins de la vie des autres. Enfin, on va s'impliquer dedans au fur et à mesure et tout. Je dis pas qu'il y a aucun protagonisme, que
Mais le bac à sable du quotidien, c'est vraiment une forme de jeu de rôle où t'as l'impression que tu n'es pas le personnage principal, parce qu'il y en a pas en fait, il y a pas de personnage principal, tout le monde est important et tout, enfin, c'est juste vers qui on va diriger son regard, quoi. C'est ça la question, quoi. On va pas pouvoir voir tout, donc quel petit bout de cette grande vie, cette grande ruche, on va entrevoir, quoi. Donc voilà, pour l'aspect cueillette, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Eh ben voilà, il faudrait réinventer des jeux, je dirais, autour de la cueillette et d'autres péripéties domestiques, telles que garninage d'enfants, euh, la dinette, eh bien, par exemple, on peut l'artisanat et compagnie. Je te renvoie à une revue qui est très très sympa, qui s'appelle Non-Combat Tabletop Almanac Volume 1, qui en fait va lister des scénarios de wargame sans combat. En fait, il y a un scénario de gardiennage d'enfants, je crois qu'il y a un scénario de pêche, de balade. Enfin, c'est super intéressant quoi de voir de ramener, voilà comment on ramène quand même des enjeux ludiques sur ce qui est d'habitude considéré comme étant non ludique. Alors ça doit être du wargame, je pense que c'est quand même très exploitable dans le jeu de rôle, cette idée-là, quoi. Voilà, bah pour la cueillette, je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir une grosse table aléatoire pour la cueillette. Par exemple, dans Biomasse, il y a tout à fait ça, quoi. Pour l'idée que, voilà, la cueillette, c'est quelque chose qui est plein de surprises. Bah, la trame insiste beaucoup justement là-dessus, sur tout le truc qu'on peut cueillir, toutes les ressources différentes et tout. Euh, Après, aussi pour l'aspect fiction panier sédentaire, bah, qu'est-ce qu'il y a dans les magasins, quoi? Et on va renvoyer au RPDinet. Je crois que j'ai toujours pas fait la vidéo sur les RPDinet, mais il y aura une vidéo éloge du RPDinet, ça viendra. Et puis bon, bah, bien sûr, on a aussi tout l'aspect voyage à gérer quand on fait de l'histoire du sac. Et donc, bah, je te renvoie évidemment au contenu sur le sujet. Il y a eu un contenu sur le voyage. Et le mot de la fin, je vais le laisser à Guillaume Rioux. L'aspect panier peut aussi constituer une scène plutôt qu'une histoire entière, récolte d'ingrédients pour un sortilège, comme par exemple des focus pour Ars Magica, ou bien gestion de domaine, comme dans Pendragon. Voilà, eh bien, j'espère que ça t'a intéressé, que tu m'en veux pas trop d'avoir un peu découpé le concept d'Ursula Le Guin en deux concepts. Que ça te donne envie de tester des choses ou que en fait ça rejoint déjà une pratique que tu estimes assez ancrée à tes tables, voilà, eh bien on peut partager là-dessus bien sûr dans l'espace des commentaires est là pour ça et on se dit à une prochaine, ciao.